Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Bonsoir les copains, c'est Excellent, votre émission du dimanche soir sur Sud Radio à 19h. Et d'ailleurs aujourd'hui, chers amis, c'est l'avant-dernière de la saison qui reprend à la rentrée, bien évidemment. Ce soir, en studio pour vous, l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française en matière de sport. Connu de nous tous pour son style de reportage dynamique et son sens de l'humour qui nous fait vivre le monde sportif autrement. Et oui, chers auditeurs, vous ne vous trompez pas, c'est bien Nelson Montfort qui est à mes côtés pour nous raconter son actualité toujours riche et nous donner rendez-vous très vite sur France Télé notamment, je crois. Mais où va-t-il chercher tout ça? Vous allez nous raconter tout cela. Évidemment, Nelson Montfort, bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir à vous tous. Vous le connaissez bien sur Sud Radio, auditeur fidèle, puisque je l'ai déjà reçu dans cette émission pour vous. Et il nous revient avec sa toute nouvelle collection haute couture et son défilé qui aura lieu mardi prochain. C'est dans pas longtemps, c'est dans 2 jours. Julien Fournier est un grand couturier éthique et qui défend les femmes, ce qui ajoute évidemment à l'excellence du savoir-faire de ces tenues féeriques et innovantes. Comment se prépare un tel spectacle? À vous de nous le dire, Julien Fournier. Je vais tout faire pour. Bonsoir. Chère Judith. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux sur Sud Radio. Et puis c'est excellent, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Alors Nelson Montfort, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un peu de l'actualité de ces derniers jours tout de même. En l'occurrence, les événements un peu violents qu'on vit tous en ce moment. On le sait, le sport est un des secteurs les plus inclusifs de notre République, grâce au fair play, en l'occurrence, ce concept qui incarne les principes de l'honnêteté, de l'intégrité, du respect mutuel, de l'égalité des chances aussi. Dans ce contexte de violence urbaine qu'on traverse, avec tous ces jeunes qui s'expriment par la casse, le vol, etc. Est-ce que finalement la transmission de cet esprit sportif, ce fair play dont on parle, est-ce que c'est une solution? Et pourquoi ça manque? Et comment faire pour accélérer le mouvement, pour faire que ça aille mieux, à votre avis? Je pense, Julie, déjà, je trouve que c'est vraiment une excellente question parce que là, vous êtes au cœur du problème. Je pense que s'il y a un secteur d'activité qui peut permettre une pacification de la société, la route est longue, le travail est long, mais c'est le sport. Précisément, c'est le sport parce que là, il y a plus de différence, il y a plus il y a plus de race, de couleur, de religion, etc. Tout le monde va dans le même but. Alors je sais que c'est un vœu pieux, je sais qu'il y a beaucoup de violence sur les terrains de football, de banlieue, de grandes banlieues, etc. Mais enfin bon, malgré tout, ça va dans le bon sens. Lorsque l'on pratique du sport, on ne traîne pas dans les rues. Lorsqu'on pratique du sport, on ne traîne pas au pied des cités. J'ajoute en plus que le sport, que la plupart du temps, ça peut être à très très faible coût, très très faible coût. Vous avez des cours de tennis, plus ou moins bien entretenus, c'est pas le gazon de Wimbledon. Enfin, je veux dire, qui sont quand même là. On en voit des dizaines, des centaines, etc. Le football, c'est pareil. Le basket de rue, très aimé en Amérique. Je veux pas faire trop long, mais je pense que s'il y a un petit bout de soleil au bout du tunnel de lumière, c'est précisément dans le sport qu'on va le trouver. Et alors, est-ce que vous pensez que les journalistes, justement, vous qui êtes journalistes sportifs, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans la transmission de cet esprit-là? J'en suis persuadé. Ouais. J'en suis persuadé. Et est-ce que vous trouvez qu'ils jouent leur rôle, justement? En tout cas, moi j'essaye modestement de jouer le mien. Je veux dire, en plus, je commande des sports où il y a une égalité totale entre hommes et femmes. Je pense au patinage, au tennis, comme ça. L'athlétisme, c'est un bel exemple parce que l'athlétisme, c'est vraiment l'arc-en-ciel le plus fort de couleurs qui soit. Je veux dire, diversité, unis en plus autour du même but. Moi, si vous voulez, je n'ai jamais ressenti de racisme puisque c'est de ça qu'il s'agit dans l'athlétisme. Jamais. Donc il y a des coureurs maghrébins mais extraordinaires en athlétisme. Je pense au coureur marocain Hicham El Guirouj qui était un exemple pour son pays, vraiment un exemple merveilleux. Plus près de nous, le coureur jamaïcain Usain Bolt, dont tout le monde se souvient. Et puis dans notre équipe de France, l'équipe de relais 4 fois 100 mètres, elle est totalement multicouleur, multirace, tout ce que vous voulez. Ce sont des exemples pour moi. Alors, pour nous tous, je pense. Donc je suis très à l'aise pour répondre à votre question parce que ce sont précisément les sports que je commente. Et alors le traitement médiatique justement que nos confrères, on peut le dire, donnent à cet événement et à ces événements, qu'est-ce que vous en pensez justement? Écoutez, moi, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'on relate quand même assez objectivement. Les images parlent d'elles-mêmes. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça? Non, j'ai trouvé une chose très bien. Je vais vous dire, je vais vous parler avec tout mon cœur. Parlons vrai. Oui, exactement. Quand il y a eu la marche blanche
beaucoup ont été choqués, voire même très choqués de l'attitude de la maman de Nahel. Moi, je n'ai pas entendu de commentaires. Tout ce que j'ai entendu, c'est « nous ne commenterons pas ces images ». Eh bien, moi, je ne commenterai pas ces images. Et je trouve que là, la pudeur des journalistes, et pas qu'un, je trouve, honore la profession. Changeons un peu de sujet, cher Nelson. Peut-être un peu plus léger. Alors, on passe à vous, quand même. Nelson Montfort, c'est plus de 30 ans de télé. Vous avez couvert de nombreux événements sportifs, les Jeux Olympiques, le patinage artistique, les championnats du monde d'athlétisme, le Tour de France qui a repris depuis peu, puisque vous allez commenter le Tour de France Femmes, c'est ça? C'est exact, j'en suis très heureux. Voilà, un autre exemple. Voilà, exactement. C'est pas pour rien que je passe à ça. Bravo. Et justement, cette belle aventure qui va valoriser le sport féminin de haut niveau, qui est parfois un petit peu mis de côté, on va dire, par rapport justement au traitement médiatique global, c'est aussi une volonté de votre part de valoriser ça. J'étais vraiment candidat sur cette épreuve qui d'ailleurs je pense nous notre slogan, si je puis dire, c'est 2 tours, le Tour de France masculin et le Tour de France féminin. D'ailleurs les filles vont passer elles vont grimper le Tourmalet. Magnifique. Il y a pas beaucoup mieux. C'est ce que grimpent les hommes, peut-être un petit peu moins vite, je ne sais pas, encore que. Et donc voilà, je suis plein d'admiration pour ce Tour de France qui est vraiment l'une des plus belles épreuves de l'année, et pour moi d'être associé à cet événement, de le commenter, en plus d'insister aussi beaucoup sur le patrimoine, les paysages, les châteaux, les cathédrales, les abbayes, tout ce que vous voulez. Et les artistes, oui, parce les que écrivains, vous avez dit que le peintres. parcours, le tracé de ce tour dans notre belle terre française, vous avez dit, c'est absolument magnifique. Oui, parce que nous partons de Clermont-Ferrand, nous descendons, je le connais par cœur à peu près, Collonges-la-Rouge, qui est une ville absolument magnifique, Conques, enfin j'ai pas besoin de vous. Et puis on s'approche de plus en plus de votre zone d'écoute, encore que vous êtes écouté maintenant partout, ce dont je me réjouis. Avec le DAB, on va à Rodez partout, chez Pierre Soulages, on va à Albi chez Toulouse-Lautrec, on termine à Pau chez Henri IV. Oui, il y a quand même des personnages historiques assez différents les uns des autres, mais que je vais avoir un bonheur total de développer leurs itinéraires. Donc le sport, ça sert aussi à valoriser le patrimoine. D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est une expression qui est jolie, que je fais mienne. Quelqu'un avait dit le Tour de France, c'est le Tour de la France. C'est vrai, parce qu'en plus, la course peut être passionnante, mais n'est pas toujours passionnante. En revanche, les paysages et tout sont toujours hyper inspirants. Alors, puisqu'on parle de patrimoine, Julien Fournier, le patrimoine, c'est un concept français que vous défendez, vous, parce que la haute couture, elle allie évidemment, et en particulier chez vous, les gestes de nos ancêtres à l'innovation de vos tenues, tant dans leur réalisation finale que le dessin du départ. Vous êtes aussi dans cette volonté de protéger ce patrimoine qu'on a en France, qui est assez exceptionnel quand même, Julien Fournier. Mais la haute couture appartient aux Français, il faut le dire. C'est un label parisien, protégé, qui regroupe les plus grands savoir-faire mondiaux et européens et français sur les podiums. C'est pas comme dans le prêt-à-porter et comme dans les médias où on stigmatise en général les pipelisations des premiers rangs. On vient regarder ce qui se passe sur les podiums. Au-delà des shows, on regarde le savoir-faire, on va regarder la structure du vêtement. Et puis à s'allier aux plus grandes compétences créatives des plumassiers, des brodeurs, des tisserands français, lyonnais, du nord de la France, et même européens, et même voire mondiaux, c'est la quintessence du savoir-faire. Il y a ces gestes ancestraux aussi. C'est des gestes ancestraux, des savoir-faire. De génération en génération. C'est une transmission. Et donc, c'est pour ça que c'est important que les Français se réapproprient la haute couture. Ça leur appartient. On est les seuls dans le monde à avoir ce label et à en faire. Et finalement, Nelson Montfort, le Tour de France, pour rebondir sur ce que dit Julien Fournier, c'est aussi une manière pour les Français qui peuvent pas tellement bouger ou qui travaillent beaucoup, etc., et qui vont le regarder, de se réapproprier leur pays aussi. C'est ça. C'est une très jolie expression. Alors, je partage déjà, moi il se trouve que je m'intéresse beaucoup à la haute couture, et donc je suis avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire Julien. Ça fait partie du patrimoine de la France. Je dirais même que ça fait partie de ce que la France a à offrir de meilleur, de plus beau, cela va de soi, comme l'art, comme la musique, comme les paysages, comme la géographie, etc. Je ne sais pas qui a dit que voilà, nous avons une grande chance d'habiter ce pays qui offre une telle diversité, c'est un mot que vous appréciez, Julie, qui offre une telle diversité, etc., mais pas seulement une diversité ethnique et humaine, qui offre une diversité de paysages, d'architecture, d'art, d'écrivains, de musique, de littérature, je veux dire. Voilà, le papa de la France, c'est aussi bien Victor Hugo que Napoléon, que Jeanne d'Arc, que voilà, je peux en citer qu'Henri IV dont nous parlions. Marie-Antoinette, la première grande modeuse. Voilà, et tout ça, il faut pas passer à côté. Tout ça, il faut pas passer. C'est vrai que
C'est vrai qu'on a tendance à oublier ça quand on voit ce qu'on voit dans les médias en ce moment. C'est quand même assez angoissant et anxiogène, etc. Alors qu'en fait, il y a énormément de choses qui se passent très bien et qui se passent aussi avec engagement, quoi. Hein, avec un très joli engagement. Et c'est vrai que quand on voit des voitures béliers qui enfoncent je ne sais quel magasin, c'est vrai que c'est à pleurer, ça. Un peu triste. Ouais, c'est à pleurer. Je veux dire, vraiment, ça, c'est exactement, c'est l'anti-France. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est l'anti-France. Et c'est en France que ça se crée, donc c'est assez particulier quand même. Ouais. Alors, juste pour faire un petit point sur la rentrée, là, Nelson Montfort, il y a bientôt évidemment les JO, ça on le sait, c'est en 2024, l'été 2024. Juste avant, c'est quand même la Coupe du Monde de rugby à la rentrée de septembre. Est-ce que vous allez être présent dans nos petits écrans sur l'une ou l'autre compétition? Je sais que c'est pas sur les deux. Oui, sur les deux, parce que nous avons donc signé ces deux événements. Nous avons signé un autre, mais celui-là, je ne dirai pas parce que ce sera pile en même temps que le Tour de France féminin, à savoir le mondial féminin de football, mais qui se passe aux antipodes, donc à des horaires un peu qui est très tôt le matin, hein, c'est ça. Oui, alors c'est ça. Ce sont des horaires qui sont un peu difficiles. D'ailleurs, oui, c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande de mémoire. Mais je me réjouis, franchement, je suis pas un spécialiste de football féminin, mais je me réjouis qu'on ait pu enfin, parce qu'après moult pérégrinations, c'était pas fait, c'était pas fait. Et donc nous allons co-diffuser cette épreuve. Et là, franchement, j'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas concerné par l'événement, mais je ressens une grande fierté parce que c'est vrai que ces filles là qui étaient en attente de diffuseurs. Enfin, je trouvais ça pas normal. Vous savez qu'aux USA, le football féminin est beaucoup plus prisé que le football masculin. Oui. Le soccer, parce que soccer, exactement. Et notamment dans les colleges, les universités, les filles jouent énormément au football. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que l'équipe féminine des États-Unis est pratiquement la meilleure. Vous avez un très bel accent, Nelson Montfort. Thank you, Judith. On revient là-dessus. On est en français quand même sur Sud Radio parce que c'est la radio de vous, chers auditeurs, qui nous écoutez dans tout le pays. C'est excellent, on le prouve, en compagnie du reporter sportif, animateur et présentateur Nelson Montfort, accompagné du grand couturier Julien Fournier. Surtout restez là, chers auditeurs, nous on revient tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. Et vous êtes ici chez vous avec le plus connu des présentateurs sportifs, Nelson Montfort, et le plus pointu des grands couturiers, Julien Fournier. C'est à votre tour, Julien Fournier. Oui. Alors, je le disais en introduction, mardi qui vient sera le jour du défilé de votre nouvelle collection hiver. Dans 2 jours. Voilà, au nom très évocateur, First Shield. Alors moi, j'ai traduit ça en premier bouclier, mais c'est pas tout à fait ça, Julien Fournier. Première protection. En fait, ça vient d'une réflexion. Les femmes subissent beaucoup la guerre. Il était temps de monter une armée protectrice de l'humanité. Et j'espère que ça va s'incarner dans cette collection de 27 passages. C'est énorme, 27 passages. C'est une grosse collection. Ouais. D'habitude, j'étais plutôt sur 24, 25. Et là, je monte un peu. C'est une collection qui se veut guerrière. C'est une échappée vers un dynamisme avec beaucoup de clins d'œil au vestiaire masculin qui donne un côté un peu rock à tout ça. On garde les grandes robes qui font rêver, toujours, mais elles vont se parer de harnais, de pochettes en cuir, comme des armes. Vous vous réappropriez les attributs masculins, en fait. Tout à fait. J'avais très envie, je trouve que ça donne une modernité. Je pense que les femmes ne sont pas que des jolies faire-valoir à ces messieurs. Et donc j'adore l'idée qu'elles aient un côté boyish. Mais vous comprenez très bien ce que je dis. Judith, non, je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Dans ce genre de look aussi. Et j'adore le côté qu'une femme puisse avoir un côté masculin et véhément. C'est l'émancipation. Et puis on est dans une ère de dégenrée. On peut capter n'importe quel univers à n'importe qui pour en faire de la création. Et pour ce fait, vous créez vraiment un spectacle, quand même. Alors, on va défiler dans une très belle salle, dans le 8e. Dans le 8e, voilà. On ne peut pas dire où. C'est une grande salle de spectacle, sinon ça va être l'émeute. Mais voilà. Et en fait, on fait un show, on a envie... on dira en antenne. On a envie d'allier de la musique classique... parce que moi j'adore ça. Et Nelson aussi, il aime beaucoup la musique classique. Vous êtes un grand féru de musique classique. Et puis un instant, ça va être un instant suspendu sur la beauté, sur la réflexion de l'humanité, sur l'émancipation féminine, sur le fait qu'on brouille les codes, que d'un coup un homme peut s'accaparer aussi un look féminin. En fait, c'est aller de l'avant, c'est de réfléchir à une autre façon, et c'est une obsession de liberté. C'est qui l'adversaire dont il faut protéger les femmes, Julien Fournier, chez vous ?
Les méchants hommes qui déclarent la guerre. Alors je suis allée au musée dernièrement aux Invalides de la guerre et je me rends compte que les femmes ne sont absolument pas représentées. Et qu'on parle de Napoléon, de la Première Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale, je me rends compte que tous ces messieurs paradent avec des breloques et des fourragères et qu'on dirait un peu des drag queens. Donc je me suis dit, si je prends tout ça et que je les mets sur les femmes, je vais en faire de la mode et ça va donner une espèce de déliquescence à tous ces messieurs qui sont comme des petits coqs à se photographier ou à se faire peindre dans leurs meilleurs atours. Non, Comment on se sent à 2 jours d'un défilé, Mais moi, je me sens bien. Ouais. Et vous savez pourquoi je me sens bien? Parce que j'ai des équipes formidables. J'ai des gens qui m'ont soutenu ces 6 derniers mois et qui m'ont offert des vêtements exceptionnel, avec une fabrication précise et un savoir-faire inégalé, et j'ai beaucoup de chance. Vous avez fait tous les derniers essayages, vous êtes prêts? Tout est prêt, tout est bon, tout est fait. Il nous reste l'ourlet de la robe de mariée. Je suis en fitting avec elle à 18h tout à l'heure. D'accord. Une jeune fille très fraîche. Vous voulez dire 18h? Demain, on se repose. Demain, je vais aller courir, je vais respirer, m'occuper un peu de moi, parce que ça fait un mois maintenant que vous travaillez non-stop. Donc je vais être très cool. Au repos. Alors Julien Fournier, la haute couture, on le disait tout à l'heure, c'est associé à l'artisanat d'art, hein, au maître geste, j'ai envie de dire, à son attention aux détails. L'excellence ici, elle est principalement aussi dans ces milliers de broderies d'heures, de perles brodées, de centaines d'heures. On n'imagine même pas ce que c'est. Hein, alors je me suis allié à un grand brodeur indien cette saison, qui travaille pour les plus grandes maisons parisiennes. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que c'est un sport chez les Indiens de porter de la broderie. Les Maharajas étaient cousus d'or pendant que nous, on faisait des vêtements encore en peau de bête. Donc, oui, c'est vrai, il faut rendre à César ce qui est à César. Et ils font des choses exceptionnelles et ça se passe simplement, avec beaucoup d'affection. Les tissus viennent tous de Lyon, d'une boîte ancestrale qui s'appelle Sfaté Combier, qui est vraiment les derniers soyeux lyonnais. Ça fait depuis Ça fait des lustres que je travaille avec eux. Ouais. Ils me développent exactement des tissus. Ils ont des ingénieurs incroyables. Et puis des jerseys de chez Guigou qui dégoulinent. C'était ma question d'après. Qu'est-ce que c'est vos matériaux privilégiés? Donc il y a de la soie, vous l'avez dit. Alors on ressort cette saison le doupion de soie. D'accord. Qui est une matière très des années 40-50, qui est comme un espèce d'énorme gazard 100% soie, et qui donne un rebond et qui donne un nouveau volume. Donc ça, et puis l'organza, j'aime beaucoup, et des georgettes de soie parce que c'est fluide et ça donne la liberté aux femmes. Vous de aimez bien pouvoir, quand c'est léger, quoi. Hein, j'aime pas quand c'est en travant. Moi, j'ai appris quelque chose auprès de la reine du Qatar, chez Ramosa, qui m'a dit: je dois pouvoir disparaître en 5 minutes. Qui est une de vos clientes, c'est ça. Qui est une de mes clientes. Et elle me dit toujours: il faut que j'ai une facilité de disparaître. Et je pense que c'est ça aussi qu'un créatif doit écouter. On peut pas tout passer notre temps à entraver les femmes. Et, ça n'existe plus. Il faut leur redonner la liberté et c'est mon métier. Bien sûr. Alors, il y a un autre sujet chez vous, Julien Fournier, c'est la durabilité, l'éthique. Faire attention à la terre, aux matières qu'on utilise, à qui on fait travailler. Il n'y aura pas plus éco-responsable que la haute couture, puisque nous ne fabriquons qu'un seul modèle. Et que ce qu'on nous commande. Donc en fait, il n'y a pas de déperdition, de vêtements détruits. Tout après reste dans les archives ou part dans des musées. Et je trouve qu'on va revenir dans la confection et dans la mesure. Vous voyez très bien que les grandes anciennes de prêt-à-porter moyenne gamme et même bas de gamme disparaissent les unes après les autres. Et messieurs, dames, les Français qui nous écoutez, je continue à dire, allez retrouver vos couturières de quartier, faites-vous faire un beau manteau sur mesure, gardez-le pendant 10 ans, et puis définissez-vous à travers un style. Arrêtez d'écouter des tendances pour vous faire acheter du vêtement consumériste qui n'a pas d'intérêt. Oui, et qu'on va peu porter, en fait, et qu'on va jeter derrière, et qui finira dans les limbes de Madagascar, a priori, ou d'un Malheureusement. Pays. Malheureusement, il faut changer cette industrie. Est-ce que vous sourcez aussi du coup vos tissus, etc. Faites attention à tout, en fait, la provenance, la traçabilité. Pareil pour les posteries, pareil pour les plumasseries. Je pense qu'il faut que tout le monde soit conscient qu'en France, il faut réduire les déchets.
Est-ce que c'est un sujet, ça, Nelson Montfort, justement, par exemple, dans le sport, sur un Tour de France, comment est-ce qu'on gère les déchets dans chaque ville, etc. Vous êtes un peu au courant, vous, au cœur de l'organisation, donc c'est intéressant. Je vais vous donner un exemple. D'ici 2 ans, il n'y aura plus de bouteilles en plastique sur les grands événements. Non seulement sur le Tour de France, mais également sur le tennis de Roland-Garros. Le tennis de Roland-Garros, cette année, je pense la dernière année où on voyait encore des bouteilles en plastique, et encore beaucoup moins. Moins. On nous a recommandé, comme aux spectateurs, de venir avec des gourdes et donc de garder cette gourde, enfin de remplir avec des fontaines qui sont à droite et à gauche. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, ça c'est une préoccupation, surtout dans le sport où évidemment on consomme pas mal d'eau. Oui. Les bouteilles en plastique telles qu'on les a connues n'existeront plus d'ici. Allez, je pense que d'ici maximum 5 ans, il n'y aura plus de bouteilles en plastique. Il y a des alternatives Tetra Pak. Excusez-moi, je fais une incursion. Il y a des alternatives Tetra Pak. Il y a 10 ans, j'avais fait une collaboration avec eux pour essayer de créer un sac éco-responsable issu des contenants non plastifiés. Et je pense que c'est aussi l'avenir. C'est une prérogative de toutes les grandes marques finalement, mais ça doit l'être finalement aussi de tout le monde, quoi. C'est ça aujourd'hui, même des petites entreprises, etc. Il faut que ça soit un effort de groupe, quoi. Il y a juste quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à faire disparaître les housses en plastique. Il y a eu une période où on trouvait des housses en fécule de pommes de terre. Ouais. Alors on pourrait les faire en tissu, mais le problème c'est que ça se tache et ça s'abîme. Et la fécule de pommes de terre, c'était formidable parce que c'était biodégradable. Pourquoi vous les trouvez plus alors? Ils ont arrêté la fabrication. Ils ont arrêté la fabrication. Il faudra acheter ça par des conteneurs de 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, 20 000. Il faut qu'on s'organise au sein de la Fédération de la haute couture pour essayer d'optimiser ce genre d'achat et que d'autres maisons de haute couture se mettent avec moi pour essayer de faire ce genre de choses. J'aimerais bien travailler là-dessus. Finalement, tous les deux, on peut le dire, c'est quand même bien parce que ça évolue, ça va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience généralisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Non seulement il y a une prise de conscience, mais en plus, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire qu'une fois que c'était... Oui, je pense que d'accord, une fois que c'est établi, ça ne bougera plus. Alors moi, je m'en réjouis vivement. Vous avez sûrement vu des images voilà, en haut de l'Everest. Je sais pas si vous avez vu des images. Nous sommes en haut à 8800 mètres. Tonnes de déchets. Extrêmement violent. C'est épouvant. Oui, c'est violent. C'est exactement le mot. Donc, avec des bouteilles d'oxygène, des tentes. C'est épouvantable. Et c'est des gens qui montent jusqu'en haut, qui arrivent à monter, mais qui n'arrivent plus à descendre. Ils sont trop fatigués, donc ils abandonnent tout. Oui, c'est souvent comme ça. Parce que je pense que les grands alpinistes, ceux qui arrivent à 8848 mètres, eux ne déposent, moi j'en suis même persuadé, eux ne déposent pas leurs déchets à droite et à gauche. D'ailleurs, les déchets, on les trouve effectivement plus à 5-6 000 qu'à 8800. Donc, voire plus bas. Donc c'est les amateurs, quoi. Oui, ce sont des amateurs non éclairés et irrespectueux. J'avoue que ça... Enfin, moi, c'est une image que vous avez sûrement vue. Comment on fait pour éduquer, du coup? C'est quoi? Ça passe par les médias? Ça passe par quoi? Parce qu'à un moment donné, on répète, et puis ça bouge pas. Non, mais bon, l'Himalaya, là, on déborde un petit peu, mais l'Himalaya est devenu une vaste affaire commerciale. C'est-à-dire que les Sherpas, sans qui il n'y aurait aucun alpiniste, il se trouve que j'ai enquêté là-dessus, donc je sais pas de quoi je parle. Les Sherpas sont très pauvres. Et donc, eux, évidemment, c'est là le paradoxe. C'est que eux, évidemment, souhaitent, au contraire, qu'il y ait de plus en plus d'alpinistes. Et c'est là où ça pose un problème. Quand le Sherpa Teng Sing a grimpé avec Edmund Hillary en 1953, il était seul. Quelle culture, Nelson. Non, mais il se trouve que parce qu'on vient de célébrer l'anniversaire au mois de mai dernier, 53, 2023. 70 ans. Moi, j'ai de l'espoir parce que je sens que la jeunesse, j'ai beaucoup de jeunes gens qui viennent travailler dans mon atelier parce que c'est un peu l'émeute, parce que tout le monde veut apprendre à mes côtés. Ils sont très, 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 très conscients du fait qu'il faut faire attention, être dans l'upcycling. Et ils m'ont poussé cette saison à faire avec un look upcycling sur la collection d'une ancienne collection. Qu'est-ce que c'est un look upcycling? En fait, j'avais créé un pantalon. J'avais créé un pantalon et une veste quelques saisons précédentes que j'aimais beaucoup. Au lieu de la refaire de A à Z, on l'a reprise, on l'a démontée, on l'a retravaillée, on l'a refait de rebroder, je l'ai remise en route. Vous faites de la récup en fait, c'est ça. C'est ma récup perso de mes collections. Et j'aime bien cette idée parce qu'on peut pas toujours être en train de refaire de A à Z les choses. Ça coûte... C'est pas éco-responsable. Bravo, c'est excellent tout cela. Et vous êtes bien sur Sud Radio. On revient avec Nelson Montfort qui n'est plus à vous présenter, chers amis, et l'excellent grand couturier Julien Fournier. Restez là, on revient les copains. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste.
C'est excellent sur Sud Radio, l'émission qui crée le lien. Ce soir, c'est entre le sport et la haute couture avec Nelson Montfort et le couturier Julien Fournier. Alors Nelson Montfort, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que vous venez de vivre votre tout dernier Roland-Garros en tant que commentateur. Alors, si Dieu me prête vie et si les choses vont comme je le pense, c'est peut-être l'avant-dernier. L'avant-dernier. Mais vous savez, je ne suis pas comment obsédé par ça. Voilà, il y aura d'autres opportunités, peut-être une autre manière de suivre le tournoi. Je ne suis pas du tout ni inquiet ni ça va obsédé pas s'arrêter demain, quoi. Non, parce que c'est ma vie, et puis parce que bon, d'après certains sondages sur la notoriété et sympathie des journalistes de sport, a priori vous êtes le meilleur. Ouais. Je sais pas si je suis le meilleur. Non, je me permettrais certainement pas de dire que je suis le meilleur. En tout cas. Mais dans les cœurs, je suis plutôt bien placé. Voilà. C'est ce qui ne veut pas dire que je sois le meilleur. Alors justement, vous êtes connu pour vos commentaires colorés, votre humour, votre sourire lors des compétitions. Est-ce que vous êtes en impro total ou est-ce que vous bossez avant des relances quand même? Comment vous fonctionnez? On a envie de rentrer un peu dans le cœur du sujet. En fait, c'est une forme de dualité. On peut préparer, effectivement, on prépare ce qu'on appelle des fiches, etc. Mais après, ce sont les événements qui disposent. Mais bon, là, nous parlions hors antenne avec Julien qui apprécie beaucoup le patinage. C'est l'exemple type, le patinage. On ne peut pas comment préjuger de ce qui va se passer. Alors, on peut avoir toutes les fiches, toutes les statistiques, tous les palmarès, les musiques, tout ça. C'est pour ça que j'adore ce sport, parce qu'il porte bien son nom de patinage artistique. Mais après, ce sont les patineurs qui disposent. Si un favori chute, eh ben mon Dieu, il n'est plus favori. Donc voilà, tennis, c'est exactement pareil. Tennis, on peut pas, par exemple, prévoir la Bérésina du tennis français à Roland-Garros il y a 2 semaines. Oui, donc voilà, c'était pas très brillant. Non, c'était pas très brillant. Donc voilà, ce sont les événements qui. Ils sont fatigués, ils sont pas assez préparés. Qu'est-ce qui se passe? S'ils sont fatigués, ça serait quand même dommage, parce que c'est quand même le tournoi phare de. Je sais pas, je crois que c'est une histoire de mental les sportifs, aussi, voilà, c'est ça. Les sportifs n'aiment pas dire que la pression, etc. Le fait est qu'à Roland-Garros, ça ne fonctionne pas. Et vous savez, que ce soit un joueur ou une joueuse, je pense notamment à Caroline Garcia, que vous connaissez, qui est numéro 5 mondial. Je veux dire, en finale, il y avait la Tchèque Mukova, numéro 45e mondial. Vous n'avez pas à me dire, qui a failli gagner le tournoi en plus. Donc, vous n'allez pas me dire que Garcia n'avait pas sa place. Alors donc, je suis bien obligé de dire que oui. Judith, vous avez raison, les tennismen français souffrent en tout cas d'être, je sais pas, ils paraissent dépaysés, si j'ose ce mot, quand ils jouent à domicile. Vous savez, vous pouvez gagner que la pression, elle double quand on est à la maison. Je pense surtout à Roland-Garros. Vous pouvez gagner le tournoi de Stuttgart, de je ne sais quoi, même le gagner. Si vous ne passez pas 2 tours à Roland-Garros, la saison n'est pas bonne. Alors je voudrais quand même que Julien, vous reveniez sur la petite anecdote que vous nous avez racontée hors antenne, puisque vous êtes fan de patinage artistique et en fait vous connaissez Nelson depuis l'enfance, puisque vous regardiez les compétitions avec vos parents. Alors quand même, dites-le. Non mais alors j'ai pas honte de le dire. Je suis un grand fanat du patinage artistique. Ça fait très plaisir à entendre. Je trouve que en plus c'est vrai, Nelson quand il le commande, c'est coloré, puis c'est plein d'émotions, et puis vous aimez ça se voit que vous aimez ça. Vous aimez les gens, vous aimez communiquer, vous aimez parler des costumes, vous aimez parler des petites histoires d'amour, et vous nous amenez en fait dans leur univers. Et quand vous parliez des Duchesnay ou j'ai oublié leur nom, de Marina Anissina, patineuse franco-russe, incroyable. Voilà, exactement. J'ai des ça souvenirs. vous a inspiré, vous, ça, pour vos robes et tout? Évidemment, oui. Je pense que tu as des chocs visuels, donc ça te garde. Ben, c'est très rigolo parce qu'elle avait des espèces de manches chauve-souris. Vous vous souvenez? Et ben, la prochaine saison, tu auras une robe avec une manche chauve-souris comme ça. C'est la réponse à la question. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce qu'en fait. Vous avez inspiré un créateur de couture. Ce sont les patineurs qui oui, mais bon, vos commentaires aussi. Ils ont forcé je suis très attaché. Les téléspectateurs sont très attachés à outre la chorégraphie, bien sûr, à la musique et à la tenue, qui joue pour beaucoup, presque dans la note finale. Bien sûr. Ça joue pour beaucoup. Mais Surya en Lacroix, c'était quand même quelque chose. Elle était dans Lacroix, vous en souvenez? Elle était dans Lacroix en Christian, c'était dingue avec sa toréador. Et vraiment, merci pour nous avoir fait vivre tout ça. Quand on vous écoute parler de Nelson Montfort, Julien Fournier, vous parlez de passion parce que finalement c'est ce qui l'anime. Est-ce que c'est pas ça qui rend excellent finalement, c'est d'être passionné tout bêtement? Je pense que c'est comme on fait des choses bien quand on aime, quoi. Ça et l'adrénaline que ça nous apporte. Je pense que vous êtes un petit peu addict à l'adrénaline qui va avec, et puis j'adore me mettre en danger. J'adore sauter dans le vide. Il y a mon directeur général qui dit toujours saute et un parachute apparaîtra. Voilà. Et c'est très bien de se mettre en danger. Il vaut mieux avoir un bon directeur dans ces cas-là. Mais l'accidentalité, la dangerosité, de se remettre en question, se dire que finalement on n'a pas encore tout compris, qu'il faut encore réfléchir à sa façon de créer.
et d'aller chercher des nouvelles aventures, c'est ça qui nous anime. Et je pense que c'est ce que vous aimez aussi. J'aime beaucoup entendre ce que dit Julien. J'ai rien ajouté, je suis complètement d'accord. Mais justement, on parlait de mental pour les sportifs. Quand on est sportif de haut niveau, qu'on travaille autant, c'est évidemment un métier de passion, etc. aussi. Qu'est-ce qui va faire la différence à un moment donné entre deux personnes aussi passionnées l'une que l'autre, pour qu'il y en ait une qui... c'est quoi? C'est un esprit de compétition? Qu'est-ce qui va faire qu'il y en a un qui va passer au-dessus de l'autre à un moment donné? Ça, c'est une vraie question quand même. Déjà, je pense quand même qu'il y a une forme de talent, mais surtout de travail. Parce que moi, je ne crois pas du tout aux gars qui disent je suis un surdoué, j'arrive comme ça. Ce que je peux vous dire, vous semblez être d'accord avec moi, ce que je peux vous dire, c'est que les grands champions que vous admirez, quelle que soit la discipline, et le patinage en est l'incarnation. Parce que le patinage, ce sont des heures, c'est des heures et des heures de travail. Parfois, au petit matin, avant les séances publiques de patinage, sur les patinoires froides, cela va de soi, et souvent mal éclairées. Il faut quand même une volonté de faire, d'autant plus que dans le patinage, les rémunérations n'ont rien à voir avec d'autres sports, suivez mon regard, mais rien à voir. Donc il y a le talent bien sûr, puis il y a cette passion. Philippe Candeloro que vous connaissez, je veux dire, il roule pas sur l'or. Je veux dire, il a dû se battre comme patineur, il doit se battre également dans sa reconversion. Non, moi j'ai beaucoup d'admiration et de sympathie pour les patineurs. De façon générale. Alors on parle de gens passionnés. Julien Fournier, on va rentrer un peu au cœur de votre création quand même. Comment vous créez depuis l'idée initiale jusqu'à la réalisation finale? Vous dessinez d'abord? Je crois tout est dessiné sur tablette, oui, sur l'iPad Pro. Voilà, avec l'Apple Pencil. C'est My Secret Weapon, comme on dit. J'ai pas l'accent de monsieur. L'arme secrète, chers auditeurs. Voilà. Non, je dématérialise tout au maximum parce que pourquoi dessiner sur du papier quand on peut faire des rendus? Puis en plus, c'est super de pouvoir communiquer via les nouveaux réseaux sociaux avec ses clientes à l'autre bout du monde en swiftant tout simplement un dessin par un WhatsApp quelconque ou un mail. Donc c'est assez formidable. C'est plus pratique, quoi. Et puis ça vient parce que c'est un film, parce que c'est une écoute, parce que c'est une fille qui passe dans la rue, parce que c'est une couleur qui t'assomme quand tu la vois, parce que c'est un rêve que tu as envie d'amener jusqu'au bout, et puis c'est une envie de raconter des choses sur les femmes. Alors justement, à ce sujet-là, sur la démocratisation dont vous parlez tout à l'heure, vous disiez que la haute couture, elle appartient aux Français. C'est quand même perçu en général comme réservé à une certaine élite, la haute couture, il faut le dire. Est-ce que vous pensez que justement la démocratisation, elle est envisageable, et comment faire pour la rendre accessible à tout le monde? Je pense que envisageable, ça peut être réfléchi via les nouvelles technologies, via aux nouvelles façons de vendre en dématérialisant les choses. Maintenant, ça reste très cher, mais je souhaite dire à nos auditeurs quelque chose de très important. S'il n'y avait pas des femmes qui achetaient des robes à ce prix-là, on perdrait des savoir-faire ancestraux, des savoir-faire d'aiguille, des savoir-faire de main, et j'engage la nouvelle génération à être passionnée et à retravailler de leurs mains. Il n'y a rien de plus beau que de faire quelque chose de ses mains, un ourlet magistral. Donc la démocratisation, en fait, elle est dans ce que ça, dans tout ce monde que ça fait vivre, quoi. Oui, et puis je vous rappelle quand même que le luxe est devenu la première industrie générant le maximum de business devant l'aéronautique et les voitures en France. Fou, ça. Donc je suis désolé, le luxe français vous appartient, messieurs, dames français, et profitez, soutenez-la, regardez-la. Ne vous dites pas que c'est que pour des fadaises de red carpet, de pipelisation décérébrée. Je suis désolé. La haute couture, ça appartient à des femmes qui veulent changer la vie, le destin, et qui vont faire vivre beaucoup de gens et de savoir-faire derrière. Nelson Montfort, vous qui êtes reporter sportif, journaliste sportif, commentateur, c'est acté tout ça. Vous êtes aussi auteur de plusieurs livres sur le sport notamment, et puis il n'y a pas très longtemps sur les ovnis. Really? Ouais. Yes. Sommes-nous seuls, c'est ça, Bravo, voilà. Vous êtes bien informé. Déjà, pourquoi être passé de la voix à la plume? Et puis ensuite, je vais vous poser une autre petite question, mais on commence par celle-là. Alors, sur le fait d'avoir une activité d'écriture, c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Mes deux derniers livres, vous êtes bien informés. Enfin, mon avant-dernier livre, c'était OVNI, sommes-nous seuls, aux éditions Michel Lafon. Puis j'ai renouvelé, toujours de sa même maison d'édition, Mémoires olympiques, où je parle de toute l'histoire des Jeux olympiques, qui retrouve l'histoire du monde, que ce soit à travers sa gaieté ou à travers des événements beaucoup plus tragiques.
Quant au livre sur les ovnis, c'est un phénomène qui me passionne depuis toujours, enfin surtout depuis une rencontre. Vous en avez vu un, c'est ça, il paraît. Enfin, en tout cas, j'ai vu quelque chose que c'est ça, quoi. Ouais. Oui, alors j'ai toujours répondu à ça. Personne n'est forcé de me croire. Enfin, en tout cas, moi, je sais ce que j'ai vu. Et apparemment, après avoir enquêté sur ce livre, enfin, vous me voyez, je veux dire, l'un et l'autre, j'ai pas l'air d'être un hurluberlu. Je ne bois que de l'eau. Enfin, voilà, bon, parce que je sais ce qu'on peut dire, etc. Donc moi, je sais que j'ai vu quelque chose d'un phénomène tout à fait inattendu. Mais en enquêtant sur ce livre. Auprès de pilotes de la NASA, excusez quand même du peu, il y a des phénomènes beaucoup plus forts que celui que j'ai vu. Ah oui. Donc voilà. Et puis après ils témoignent aussi, les pilotes de la NASA. Absolument, puisque les archives, je vous passe les détails, les archives ont été déclassifiées, notamment, on a beaucoup parlé d'Apollo 11, mais 2 mois avant Apollo 11, il y a eu Apollo 10, qui, d'ailleurs, ce sont ceux qui ont pris pratiquement tous les risques parce qu'ils sont montés donc, vers la Lune, ils ont descendu le module lunaire qui est descendu à 10 km de la surface de Lune, autant dire qu'ils voyaient tout, et après ils sont remontés donc, vers le module de commande. Mais donc, eux ont vu et ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Donc voilà. Donc voilà, après, et c'est drôle, et je ne veux pas faire trop long là-dessus, mais ce qui m'a beaucoup frappé en enquêtant sur ce livre, c'est que ceux qui n'y croient pas étaient toujours beaucoup plus agressifs que ceux qui y croient. Et je me demande que si on veut vraiment casser, c'est quand on veut vraiment cacher quelque chose. Quoi, pardon de faire le. Je n'avais pas réfléchi à cette comparaison. Excusez-moi, mais quand on veut cacher quelque chose, je pense qu'on peut devenir plus agressif que quand on. Et ceux qui y croient, enfin des témoignages, encore une fois, notamment un pilote de la NASA, mais vraiment un témoignage très très fort. Était beaucoup plus ouvert en disant mais vous n'êtes pas obligé de me croire, etc. Donc voilà, et puis après tout, je pense que vous serez d'accord l'un et l'autre avec moi, c'est pas mal d'avoir un petit peu de poésie, de rêve, d'espoir. Voilà, existe-t-il, n'existe-t-il pas? Au fond, ils n'ont jamais montré d'agressivité. Hein. L'agressivité, c'est pas les événements récents qui vont me contredire, et plutôt sur cette terre. Donc voilà, j'étais. On le saura pas ce soir en tout cas. Non, non, lisez mon livre. Voilà. D'ailleurs, non, je pose des questions plus que je ne donne de réponses. L'avant-dernier livre de Nelson Montfort chez Michel Lafon, encore en librairie. Eh bien, sublimer les moments, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment. C'est un peu le rôle du sport, comme de la haute couture évidemment. Restez avec nous, on revient avec Nelson Montfort et Julien Fournier. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Vous est présenté par l'École nationale des fleuristes. Mettez du sens et de la couleur dans votre vie. Devenez fleuriste. Bienvenue dans cet excellent sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, il nous reste encore un petit quart d'heure ensemble avec le journaliste sportif que vous connaissez bien, Nelson Montfort, et le grand couturier Julien Fournier. Alors justement, Julien Fournier, le rôle de la haute couture quand même dans l'industrie de la mode aujourd'hui, est-ce qu'il en a un? Et si c'est le cas, c'est quoi son rôle? C'est de la R&D, la recherche et du développement. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la quintessence et de pousser au maximum les savoir-faire et même l'industrialisation de certains tissus pour aller chercher, par exemple, des jacquards de lurex à 8 fils, comme on fait avec Sfat et Combier. C'est genre improbable. On a appelé ça laser game, d'ailleurs. Et avec une légèreté, et puis essayer de repousser les limites aussi de certaines fabrications et de broderies. Nelson Montfort, il y a une relation entre sport et mode, évidemment, on le voit bien, hein, les footballeurs, ils sont très lookés, il y a quand même un certain style sur les terrains en général, etc. C'est très important la mode dans le sport finalement aussi. Hein. Ça le devient de plus en plus, ça devient de plus en plus, parce que les footballeurs, sont très très attachés à... Notamment en Angleterre, les championnats d'Angleterre. C'est aussi des gros contrats juteux. Je m'apprêtais à dire, ils ne font pas ça gratuitement. Ça va de soi. Non, mais enfin, on sent quand même que, qu'ils sont pas malheureux de le faire. Je veux dire, les coachs aussi. C'est assez amusant parce que vous avez dû voir, et nos auditeurs aussi, les coachs de football. Il y en a certains qui sont très très élégants, notamment les coachs italiens, quelques coachs anglais. En France, on a tendance plutôt à avoir les coachs en bleu de chauffe ou en survêtement. Je trouve ça, je trouve ça très dommage dans le pays. Qui est l'incarnation de que les coachs, ça ne doit pas être trop difficile de bien s'habiller. Les coachs italiens de Milan, de Florence, ils sont à l'image de leur ville. Il y a un certain capitaine de l'équipe de France dont je ne donnerai pas le nom, qui s'est fait refaire les dents il n'y a pas longtemps. Ça change beaucoup. C'était important justement cette image extérieure. Non, c'est pas le coach. Oui, excusez-moi. Oui. Ah oui, pardon. Oui, je vois. C'était exceptionnel quand même. Il fallait faire ça. Mais oui, mais comment ça se fait qu'à ce niveau-là?
Parce que le look compte beaucoup. Le look compte beaucoup. Il y a des hommes politiques, des femmes politiques qui se sont également fait refaire les dents parce qu'ils apparaissent tout simplement. Ben, les coachs de football ou les sportifs, c'est exactement pareil. C'est pas, on me reprend à Montréal, me dit c'est pas le capitaine, c'est le sélectionneur. Excusez-moi, chers auditeurs. Du coup, il va pas. C'est pas très important. Alors, justement, Julien Fournier, tiens, les aspects du monde du sport que vous trouveriez intéressants à incorporer, vous le faites déjà dans la créa ou vous pourriez créer une collection sportive? Alors, moi j'avais travaillé pour une marque qui s'appelle Dax à Séoul et j'avais créé des collections pour les gens qui font du golf et je me suis beaucoup amusé parce que le golf ça peut être très chic, ça peut être très drôle. Est-ce que ça pourrait pas être chic le foot aussi finalement? Mais j'adorerais, mais le problème c'est qu'on reste toujours sur les mêmes matières en vinyle de synthèse inflammable et hyper dangereuse. Donc surtout n'allumez pas une cigarette à côté d'un footballeur, vous pourriez le tuer. Donc faites attention à ces messieurs. Non, ça serait bien d'essayer de commencer à avoir des matières un peu plus éco-responsables, avec peut-être retour à du lin ou du bambou, des choses qui seraient en plus perspirantes, plus réactives par rapport à des mouvements. Et si on parle juste design, il y a eu des innovations. Par exemple, j'ai reçu il y a peu de temps Max Guazzini, qui était l'ancien directeur du stade français de rugby. Lui, il a introduit le maillot rose et le maillot à fleurs. Mais ça, je trouve ça hyper drôle. C'était une révolution absolue à l'époque et aujourd'hui, c'est totalement rentré dans les mœurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas possible? Mais regardez comme des fois nos amis des médias aussi stigmatisent. Dernièrement, je regardais donc Roland Garros. Il y avait deux jeunes femmes, je ne dirais pas les noms qui étaient habillées en fuchsia et en orange, deux femmes noires très très belles. Et il y a eu toute une polémique sur pourquoi elle est habillée en fuchsia ou en orange alors que normalement les codes sont blancs. Mais il faut arrêter. Les codes sont blancs à Wimbledon qui commence demain matin, mais à Roland Garros, disons qu'il y a encore certains. Mais ce n'est plus, ce n'est plus obligatoire. Mais cette façon de réfléchir, ça sent le sapin, non? Ça sent un peu le sapin, cette façon de réfléchir. Enfin, je suis d'accord. Il faut un peu ouvrir les codes. En fait, il faut casser les codes. On peut s'amuser à n'importe de son look. Il n'y a plus qu'à Wimbledon qui est. C'est assez amusant parce que c'est les Anglais. C'est assez intéressant ce que dit Julien parce que on dit que Wimbledon est le temple de l'élégance, mais je souscris tout à fait à ce que vous semblez pas être d'accord, mais je souscris à ce que vous dites, c'est que parce que là c'est blanc sur blanc, mais moi à partir du moment où une tenue est très jolie, eh bien mon Dieu, elle peut être rouge, jaune, tout ce que vous voulez. Et puis on peut être un peu plus dénudé, c'est joli aussi le corps de la femme dénudée. Moi je suis désolé. Sur un court de tennis ça n'irait pas. Mais moi je trouve très joli quand elles sont très décolletées avec des tanks derrière très ouverts, une jolie jambe. C'est des sportives. Ça oui. Mais il y a des codes, il y a des codes. Non, mais il faut qu'elle soit soutenue surtout pour jouer. Mais il y a un moment, on peut s'amuser, on pourrait faire des trompe-l'œil avec du tue l'illusion, on pourrait s'amuser avec plein de choses. Mais bon, messieurs les organisateurs de Roland Garros, si vous cherchez des nouvelles idées, Julien Fournier là. Alors l'un et l'autre justement, puisqu'on parle de la mode, des vêtements, du sport, etc. Est-ce que finalement ces vêtements, ils doivent être aussi utilisés, par exemple quand on est sportif ou pas, pour célébrer cette identité nationale et la diversité culturelle, et ça pas que dans le sport aussi, on en parle en général. Le vêtement, ça peut célébrer par Julien Fournier, une tenue de haute couture, ça célèbre aussi la différence, le savoir-faire, etc. C'est un vrai message, l'habit. C'est une définition de soi-même. Moi, je disais dernièrement, c'est un message non verbal. On s'habille pour se protéger et pour se définir. Et le vêtement exprime quelque chose. On ne va pas porter les mêmes tenues aux mêmes horaires. On a envie de raconter son histoire. Et un sportif sur un court, finalement, il a le droit aussi à exprimer son identité comme ça, d'autant plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Totalement. En tout cas, moi, une chose dont je suis persuadé, c'est que c'est une personne distinguée. Vous pouvez la mettre en bleu de chauffe, etc. Elle sera toujours distinguée. Bien alors sûr. Que l'inverse, une personne qui l'est un peu moins, vous pouvez lui mettre Christian Dior ou du Julien Fournier, il y aura toujours quelque chose qui cloche. Donc, c'est que l'élégance, je pense que l'élégance n'est pas que vestimentaire. L'élégance est aussi, voilà. Mais moi, je suis tout à fait pour tout ce qui est innovation, etc. Je suis tout à fait pour ça. Si vous aviez une interview mémorable à nous partager, ça serait laquelle, Nelson? J'ai accompagné quand même la carrière de Raphaël Nadal, symbole d'élégance. Très distingué. Raphaël Nadal, 14 Roland Garros. 14 Roland Garros, donc j'ai eu la chance de l'accompagner. Voilà. Usain Bolt, le coureur de 100 mètres, de 200 mètres. J'ai tellement, c'est un petit peu ce que j'essaie de mettre dans mon livre d'ailleurs. J'ai tellement de souvenirs, c'est difficile d'en sortir une. Enfin, ces deux-là, j'ai eu la chance vraiment, parce que j'ai eu vraiment la chance de les accompagner
tout au long de leur carrière. Grande classe. Carl aussi. Lewis. Alors, Carl Lewis, c'était vraiment l'élégance personnifiée. Et Griffith. Il était magnifique. Griffith avec ses ongles qui couraient. Et Florence Griffith, bravo. Cette femme Florence noire Griffith, avec magnifique, l'avant Beyoncé magnifique. et Rihanna, hein, c'est elle qui a lancé tout ça, hein, les Magnifique. ongles super Elle est toujours longs, record woman du monde du 100 mètres. Avec Elle des était- ongles très très longs, elle est Ouais, recordman, ouais, j'adore. ouais, Elle ouais, était de- sublime, elle faisait Ouais. rêver tout le monde Absolument, en France. bravo. Et vous êtes, aussi, a priori, Julien. Ah oui, j'ai Bravo. trouvé super il belle. connaît très bien le sport, c'est bien. Et vous avez un grand moment de couturier ou un moment de grand couturier Eh bien, à figurez-vous partager avec que oui, en nous ce moment, et vous allez Alors, pouvoir tous le allez-y, Julien partager Fournier. parce que ma rétrospective est en ce moment à Scad Lacoste, Ah. dans le Luberon, Génial. à Lacoste. Et j'ai... Bon, ben, pour nos auditeurs du Sud, il faut y aller parce que c'est un très beau village. Ouais. Et j'ai cette chance que cette université américaine ait gentiment, c'est-à-dire SCAD, m'ait proposé de faire ma première rétrospective. Ça, c'est un grand moment pour moi. Et sinon, mon grand moment, c'est d'habiller Audrey Fleurot. Parce que c'est une femme exceptionnelle qui reflète les valeurs françaises. Elle Audrey est d'une Fleurot qui est dans luminosité, HPI, entre autres, qu'on voit beaucoup en ce moment. tout à fait. Et c'est une femme humaine. Hein. C'est l'humanité inscrite qui fait rêver les gens. Bah, Et c'est un peu la base, quoi, chez vous. Hein. Ça, le choix, C'est l'obsessionnalité. Julien Fournier. Voilà. Et vous aussi, un petit peu, finalement, Nelson, on parle d'humanité, on parle de cœur dans le métier que vous faites, en général, quoi. Il y a 4 jolis mots de la langue française qui ont pour point commun de commencer par la lettre H, qui sont honneur, humour, humilité, humanité. J'aime beaucoup ces 4 mots et c'est vrai que voilà, j'essaie que ces mots accompagnent ma vie. C'est pas toujours facile, mais voilà, j'aime bien ces 4 mots. Et puis un peu d'humour, un peu de légèreté, ça compte beaucoup. Puis je pense que c'est ce qui fait votre succès aussi, hein. C'est que les gens, en fait, quand on les prend pas pour des idiots et qu'on leur offre justement respect à travers cette sympathie, cette humanité, etc. Ça fonctionne. J'ai rien à ajouter. Je pense que les gens sentent en plus quand on les aime. Ouais. J'ai souvent de coutume de dire, par exemple, qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Une façon d'accueillir, une façon de sentir que votre interlocuteur est le bienvenu. Oui, ça compte beaucoup. Qu'est-ce que c'est un excellent intervieweur, Nelson Mandela Mandela. Elle est Je magnifique, prends ça comme un celle-là. Alors, je prends ça comme un compliment parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai d'humanité, je pense à Mandela. beaucoup. Enfin, il est difficile de pas l'admirer en même temps. C'était beau. Vous voulez répéter la question parce que du coup, je reprends. Du coup, j'ai perdu le fil. Moi, C'était sur l'humanité. Et en fait, vous disiez en Merci, fait Julien Fournier. très simplement, et c'est vrai, et moi j'ai pu le voir maintes fois à la télévision, vous accueillez les gens. Oui. Et en fait, vous avez cette déférence, si je peux me permettre, d'être pas intrusif et de les laisser venir. Ce qui est très rare en fait chez les reporters. La question, c'était qu'est-ce que c'est un excellent intervieweur? De savoir s'arrêter. Vous savez, je pense que c'est très important de toujours laisser le public un peu sur sa faim. Mon Dieu, c'est déjà fini. On aurait voulu savoir davantage. Plutôt quand ça tire en longueur, etc. Je pense qu'une bonne interview, elle est courte. Anton Tchekhov disait la brièveté est sœur du talent. J'adore cette phrase. Rester un petit peu sur sa faim, ça fait aussi partie de la séduction et j'aime beaucoup ça. Et c'est pareil, j'imagine, pour un défilé, vous verrez la suite la prochaine fois, mais pas trop, voilà. Ça tombe bien parce qu'on va rester sur notre faim, on va être obligé de s'abandonner. Oui, il faut s'abandonner. Merci pour la transition, Nelson. Merci à vous. Merci à tous les deux d'être venus. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous comme nos auditeurs. Julien Fournier, Nelson. Merci, cher Non Judith. Mandela, mais vous en êtes pas loin, Nelson Montfort. C'était excellent sur Sud Radio. Nelson Montfort, bientôt sur France Télé pour le Tour France Femmes. Tour de France Femmes à partir du 23 juillet. Et puis la toute nouvelle collection de couture de Julien Fournier, First Shield, sera découverte dès mardi prochain. Je vous dis pas où. À suivre sur Dans le julienfournier.com. 8e, et c'est ce que j'allais dire. Merci. Vous êtes parfaits tous les deux. Merci à tous, chers auditeurs, d'être là au rendez-vous comme chaque dimanche. C'est excellent et de retour la semaine prochaine pour la dernière attention de la saison avant le retour en septembre. C'est Maxime, Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui. Bisous, merci Maxime. Bravo à Sud Radio, à ses équipes. Et puis vous pouvez tout réécouter, chers amis, en podcast sur Deezer, les réseaux sociaux, sudradio.fr et tout le tout team évidemment. Bisous les copains, à la semaine prochaine. C'était excellent. Sud Radio 7 excellent, Judith Belair. Vous a été présenté par l'École nationale des fleuristes. Formation en alternance, formation continue ou reconversion professionnelle. Faites éclore votre créativité sur écolenationaledesfleuristes.fr.